Bonjour Corinne Famelard, vous êtes Bonjour. directrice de cette école Jacques Lévin dans laquelle nous sommes ici. Est-ce que vous pouvez juste dire deux mots de votre parcours avant d'avoir été nommée directrice ici? Avant d'être directrice ici, j'étais enseignante ici, déjà pendant plusieurs années. Et puis avant, je viens d'ailleurs, je viens de l'Aisne. Donc j'étais enseignante dans différentes classes. Mais j'étais surtout élève en classe freinée et je n'avais jamais trouvé quelque chose de semblable dans les écoles où j'étais passée. Et en arrivant dans cette école, j'ai trouvé des valeurs que je recherchais depuis longtemps. Donc c'était l'école qu'il me fallait. Je comprends. Est-ce que vous avez vous-même connu Jacques Lévin? Oui, bien sûr. J'ai connu Jacques Lévin à partir de 1997. À quelle occasion? Alors, en 1997, c'est l'année où je suis arrivée dans cette école. Pas encore directrice. Il n'y avait à l'époque que 3 classes. Et les enseignants travaillaient, les 2 enseignants qui étaient déjà là travaillaient en pédagogie freinée. Et en octobre de cette année-là, nous avons reçu un courrier de l'IUFM à l'époque, l'Institut de formation des maîtres, où on nous proposait de participer à un protocole expérimental sur la philosophie à l'école, proposé notamment par Jacques Lévin, mais aussi par Dominique Sénor et Agnès Potard. Ça nous a intéressés, alors on y est allés tous les 3. Avec aussi même des aides éducateurs de l'école, et aussi Paul, qui était à l'époque dans une autre école, et qui est venu quand même avec nous. Et nous avons rencontré Jacques Lévin, et ça a été un coup de foudre. Vraiment, on ne peut pas appeler ça autrement. Ce qu'il a dit, ses mots, ses paroles, ça nous a parlé à toute l'équipe. Nous étions absolument emballés. Et lorsque nous sommes revenus après cette première réunion qui avait pour sujet la philosophie à l'école, bien sûr, nous nous sommes engagés pour le protocole sur la philosophie, mais en plus, nous nous sommes dit, et si nous osions lui envoyer un courrier pour lui demander s'il serait d'accord pour venir animer des ateliers d'analyse de la pratique dans notre école. On se sentait fous à l'idée de faire ça, mais on l'a fait. On a envoyé ce courrier et il nous a répondu positivement. Et donc, il est venu dans notre école pour animer des ateliers, des ateliers d'analyse de la pratique, de soutien au soutien. C'est là que nous avons fait la connaissance avec l'Axas. Et c'était le début d'une histoire qui a duré très longtemps. Oui, vous avez dit le mot soutien au soutien. Ce n'est pas évident pour tout le monde qui l'entend pour la première fois. Donc, c'est des ateliers d'analyse de pratique? Tout à fait. Nous, au départ, on ne savait pas que c'était du soutien au soutien. On cherchait des ateliers d'analyse de la pratique. Notre idée, c'était que quelqu'un puisse nous aider à accompagner les enfants qui ont des besoins particuliers. Et puis finalement, ce que nous a proposé Jacques Lévin, c'était bien au-delà. C'était que le groupe soutient les enseignants qui en ont besoin pour aider les enfants qui ont des besoins. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Et puis l'apport psychanalytique de Jacques Lévin était bien plus important que dans un groupe de soutien au soutien classique. Voilà. Donc vous avez aussi dit que vous venez des écoles qui ont appliqué la méthode Freinet. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de correspondance entre la méthode Freinet et celle de Jacques Lévin? Jacques Lévin s'appuyait beaucoup sur Freinet, en fait. C'était une de ses références. Freinet, c'est de la pédagogie pure, c'est-à-dire ce sont des choses qu'on peut mettre en place, appliquer dans des classes. Jacques Lévin a des concepts psychanalytiques qui ne peuvent s'appuyer que dans une classe où les enfants ont déjà la parole, où les enfants sont déjà actifs, acteurs. Donc, en s'appuyant sur la pédagogie Freinet, j'ai du mal à l'expliquer. En s'appuyant sur la pédagogie Freinet, on peut travailler avec les concepts de Jacques Lévin. Mais il est difficile, dans une classe, je dirais, très classique, de pouvoir travailler sur ces concepts-là.
Jacques Lévin s'appuyait sur des classes freinées dans lesquelles les enfants ont un rôle actif, sont porteurs de projets, ont la parole, s'appuient sur la vie aussi, sur ce qui se passe réellement et pas sur des choses factices. Et à partir de ça, dans ce type de classe, on pouvait réfléchir à des concepts tels que, par exemple, l'enfant interlocuteur valable. L'enfant interlocuteur valable ne peut être valable que s'il est vraiment considéré comme cela par son enseignant au départ. Et si l'enseignant se considère comme celui qui a le savoir et que les enfants doivent uniquement écouter et restituer, il n'est pas possible de travailler ce concept-là. Voilà. Et donc, toute votre pédagogie est essentiellement basée sur cette valorisation de la parole de l'enfant? En grande partie, oui. En grande partie. Il y a quand même un cadre dans l'école et les enfants font très bien la différence entre le négociable et le non négociable. Et ça, c'est très clair. Dans toutes les classes, alors ça n'est pas forcément la même chose selon l'âge des enfants, mais les enfants entendent aussi le « c'est comme ça ». Il y a des choses qui ne sont pas négociables. Je veux dire l'interdit de la violence, par exemple. L'interdit de la violence, l'interdit de dire des choses blessantes, l'interdit de se moquer aussi, pour que justement chacun se sente en sécurité. Donc à partir du moment où ces choses-là sont non négociables, le reste peut être très négociable et laisse une grande liberté à l'enfant, dans un cadre hyper rigoureux quand même. Voilà. Donc la parole de l'enfant est importante, mais l'enfant n'a pas tous les pouvoirs. Voilà, ça c'est important, parce que parfois ça peut être des choses qui sont mal comprises, qui peuvent être mal comprises par rapport à cette école ou par rapport à ce type de pédagogie. Dans le passé, j'ai déjà entendu que cette école, c'est l'école où les enfants font ce qu'ils veulent. Ça peut être pris dans un sens très positif, comme dans un sens très négatif. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Bon, alors, si j'ai bien compris, Jacques Lévin va au-delà de Freinet, Célestin Freinet. Oui. Il va au-delà en quoi exactement? En valorisant l'enfant en tant qu'interlocuteur valable, en le mettant en espace sans menace. Hors menace, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est en lui garantissant une sécurité à la fois physique et affective, psychologique aussi, dans l'école, et puis en lui donnant un vrai rôle d'interlocuteur valable, de personne, et de personnes en devenir aussi. L'important aussi, c'est que c'est le regard de l'enseignant qui n'a pas seulement le regard sur l'enfant tel qu'il est à un instant T. C'est un enfant en difficulté, bah oui, mais son frère aussi était en difficulté, ou je sais pas, moi, j'ai tout essayé, j'y arrive pas, voilà. Et alors que l'idée, c'est quand même de voir, d'accord, il est comme ça maintenant, mais il y a eu une période où il ne savait pas faire ce qu'il sait faire maintenant. Donc, ça veut dire qu'il a progressé, ça veut dire qu'il a avancé. Et on peut lui montrer, regarde, tu sais faire ça, alors que tu ne savais pas le faire l'an dernier. D'accord, les autres savent faire peut-être plus, mais toi aussi, tu vas pouvoir faire plus après. C'est vraiment l'idée que c'est le regard cinéma opposé au regard photo. C'est vraiment l'idée qu'on voit l'enfant dans tout ce qu'il a été pour être confiant soi-même et pour lui transmettre à lui aussi cette confiance sur ce qu'il deviendra, sur ce qu'il sera. Donc une sorte de mise en dynamique de l'enfant. Tout à fait. En lui donnant confiance en lui-même et en ses propres progrès finalement. Exactement. Mais nous aussi, il faut qu'on y croie, quoi. Il faut qu'on ait vraiment une certitude profonde de la croissance de cet enfant, du fait qu'il va avancer. On doit y croire, quoi. On peut appeler ça une stratégie pour transformer les défaites en prouesses. Je crois que c'est une expression de Jacques Lévin. Oui. En d'autres termes, il y a-t-il eu des enfants chez vous en difficulté, des enfants en difficulté qui ont fait des progrès, spectaculaires ou pas, hein, des progrès? Bien sûr. Il appelait ça aussi des plateformes de réussite.
Et nous, on le voit bien, par exemple, avec le système d'évaluation qui est utilisé dans l'école. Donc, on a un système d'évaluation qui n'y a pas de notes, hein, bien sûr, pas de notes du tout, des épreuves que passent les enfants qui leur permettent d'obtenir des ceintures, comme au judo. Et les ceintures leur permettent d'être... Enfin, ces ceintures sont des plateformes de réussite. Parce qu'en fait, quand on atteint une ceinture, on atteint vraiment un palier, quoi. Et c'est une grande victoire, c'est vraiment important. Et après, on se dit que puisqu'on a pu atteindre ce palier-là qui était difficile à atteindre, on pourra en atteindre d'autres. Et il n'y a pas d'échec, parce que si on ne réussit pas une épreuve, on peut la repasser une autre fois. Donc rien n'est définitif. En fait, seules les réussites sont valorisées. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle des plateformes de réussite, parce que les échecs, tant pis, c'est ce qui nous permet aussi d'avancer, de comprendre et de progresser. Ah, mais justement, oui, cette reconversion d'un échec par la résilience en rebondissement. Tout à fait, je me suis trompée. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me suis trompée? Ah ok, je comprends mon erreur, ou bien je vais faire la démarche d'aller demander de l'aide pour comprendre mon erreur, parce que c'est pas toujours évident. Et là, ah d'accord, alors maintenant je me mets en projet la prochaine fois, je sais ce que je devrais faire pour réussir. Et c'est très très motivant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vraiment, les enfants, dans ce système d'évaluation, il y a toujours beaucoup de bienveillance. À la fin de la remise des épreuves, des ceintures, des épreuves, il y a des enfants qui en ont, il y a des enfants qui n'en ont pas, ça dépend des moments, tout le monde avance à des vitesses différentes. Mais toujours, ceux qui ont réussi sont félicités par les autres, avec des mots justes, des mots sincères. On ne ressent pas de jalousie ou de... C'est extraordinaire. Ah oui, et franchement, j'en ai parlé très récemment avec un élève à qui je faisais visiter l'école, un ancien élève de 25 ans, et qui a vu l'affichage des ceintures et qui m'a dit « Ah oui, je me souviens, j'étais en CP, j'y arrivais pas, c'était difficile. Mes copains, ils atteignaient la ceinture orange, verte, bleue, et moi j'étais toujours à la blanche. Mais qu'est-ce que j'étais content pour eux. Et quand j'ai eu la blanche, quand j'ai eu la jaune, mais qu'est-ce qu'ils ont été fiers de moi. Et je ne me rappelle que de ça. C'est vraiment important, quoi. Il y a vraiment quelque chose de... Important pour la vie. Ah oui, vraiment, tout à fait, qui dure. Ouais, qui dure. Oh oui. Oui, il y a aussi, vous avez parlé de bienveillance, mais il y a aussi dans cette bienveillance une méthode particulière à l'école qui est le tutorat. Oui, alors le tutorat, il est utilisé de manière très cadrée au départ, c'est-à-dire un petit choisit un tuteur qui est volontaire pour l'être aussi à son arrivée dans l'école, parce qu'en fait, dans la classe, en fait, on a des classes à plusieurs cours. Ça, c'est important pour nous aussi. Donc, les enfants sont ensemble, des enfants d'âge différents. Donc, chaque année, par exemple, moi, j'ai des grandes sections et des CP. Il y a la moitié des élèves qui passent dans la classe supérieure et une moitié d'élèves qui arrivent. Donc, les enfants qui sont déjà là connaissent le fonctionnement de la classe, ont des habitudes, connaissent les règles, etc. Et donc, peuvent être très facilement tuteurs des enfants qui arrivent. Et ça se fait très naturellement, parce que ça permet aux enfants qui arrivent d'être pris en charge par des pairs, pas forcément par l'enseignant. Et les tuteurs, eux, ça les valorise énormément, parce qu'on sait très bien que plus on explique ce qu'on sait faire, plus on sait le faire. J'ai d'ailleurs observé que les enfants qui ont eu le plus besoin d'avoir des tuteurs, d'être pris en charge, sont les meilleurs tuteurs, vraiment. Parce qu'ils savent très bien de quoi ont besoin les plus jeunes. Ça m'a frappée. Sur le temps, c'est ce que j'ai pu observer. C'est très formateur pour eux. Oui, complètement. Ah oui. Et puis, il y a aussi le tutorat plus informel. Par exemple, un enfant ne réussit pas à faire les additions en colonne. Un autre enfant peut prendre un temps avec lui de tutorat
pour l'aider à mieux comprendre. Parce que parfois, il faut bien l'avouer, les enfants comprennent mieux entre eux que si c'est moi qui explique. Je suis pas la seule capable d'apprendre aux enfants ce qu'ils ne savent pas faire. Un autre point, les enfants ont-ils appris de faire groupe? Ont-ils développé le sentiment d'appartenance à cette école? Ah oui, alors je pense vraiment, c'est un des points forts aussi. C'est leur école. C'est vraiment quelque chose d'essentiel pour eux. Ils n'aiment pas qu'on la critique. Oui, vraiment. Ils n'aiment pas qu'on... Ah oui, ils sont très très fiers de leur école. Oui. Et un jour, je me rappelle, c'était il y a assez longtemps, j'avais prévu ma journée de classe et puis je devais avoir de l'aide d'une ATSEM dans cette classe et le matin, j'apprends que l'ATSEM était absente. Donc je l'apprends juste avant que les enfants n'entrent en classe et je leur dis, voilà, j'avais prévu ça. Puis en fait, l'ATSEM n'est pas là, donc on ne pourra pas faire tout ce qui est prévu parce qu'elle avait un rôle à jouer dans la classe toute la journée. Et alors là, les enfants, ça a été incroyable, ils m'ont refait la journée. Ils m'ont dit, on pourrait faire ça plutôt que ça, puisque ça, on peut le faire sans elle. Et ils ont réorganisé, et pas du tout dans une idée ludique, où c'était pas la récréation toute la journée. Hein. C'était une nouvelle journée qui s'organisait, où ils ont proposé des tas de choses hyper adaptées, et ils ont reconstruit la classe. Et voilà, c'est ça, tout à fait. Ça, c'est vraiment flagrant. Et quand ils arrivent au collège, ils n'aiment pas qu'on dise du mal de leur école. C'est très important pour eux aussi. Oui, ça fait partie de fierté individuelle et collective. Tout à fait, oui. Oui, puis ils se portent mutuellement. Moi, je suis frappée parce que ça fait quand même longtemps que je suis dans cette école. Depuis 1997, je vois des élèves qui ont été là, ou qui ont maintenant... entre 20 et 30 ans, même plus près de 30 ans pour certains. Ils gardent des contacts, ils ont des vrais liens entre eux, vraiment. Et entre enfants du même âge. Il se passe quand même quelque chose de très fort, il me semble. Probablement, c'est d'une part, ils apprennent l'empathie, la solidarité. Bien sûr. Tout ça, c'est extrêmement important pour la société dans laquelle on vit actuellement, qui est plutôt à contrario de ces valeurs-là. Voilà, ils sont tous sauf individualistes, vraiment. Vraiment. Alors, il y a d'autres concepts de Jacques Lévin qui sont peut-être un peu plus compliqués pour le commun du mortel, comme l'écoute tripolaire. Est-ce que vous pouvez dire deux mots là-dessus? Je peux l'expliquer avec mes mots, en tout cas. L'écoute tripolaire, c'est le fait que l'enfant arrive, quand c'est des choses qu'on travaille plus en analyse de la pratique, l'enfant arrive avec ses souffrances, ses difficultés. Je ne sais pas, il peut être dans une famille séparée, il peut avoir... même parfois, ces souffrances, elles peuvent venir du passé, enfin, bref, des choses très, très complexes ou pas. Et si on s'appuie uniquement sur ce qui ne va pas, on ne voit que la souffrance de l'enfant. Et on n'avance pas. L'idée, c'est de s'appuyer sur sa partie intacte, sur ce qui va bien chez lui, pour essayer d'avancer et de le faire progresser, en prenant en compte ce qui est difficile, mais en s'appuyant aussi sur ce qui est intact chez lui. Voilà comment je l'expliquerai. D'accord. Vous avez, dans l'école maternelle, dans la section maternelle, des enfants qu'on a pu observer et qui sont particulièrement, on peut dire, remuants, un peu perturbateurs et difficiles pour la maîtresse. Hein. Oui. Alors, comment faire pour que la maîtresse soit à la hauteur de ça et pas épuisée au bout d'une journée scolaire? À la hauteur, la pauvre, c'est pas forcément facile.
l'important, on en a eu d'autres, des enfants comme ça, qui étaient difficiles à gérer. Il y a plusieurs choses. Déjà, essentiellement, il y a le travail d'équipe, c'est-à-dire être ensemble. Il ne faut pas qu'elle soit toute seule, absolument. Donc là, elle sait qu'elle peut compter sur nous, tous. On prend ces enfants-là quand c'est nécessaire. On les prend avec nous de manière différente. On essaye différentes choses, mais en tout cas, tout le monde le prend en compte. On se réunit ensemble pour chercher des solutions. C'est jamais le problème d'un enseignant, un élève. Jamais. C'est le problème de toute l'école. Et oui, bien sûr, parce que ces enfants-là ont des difficultés, viennent d'un passé absolument ahurissant. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a aussi, bien sûr, l'analyse de la pratique qui peut nous aider aussi pour ces enfants-là. Et puis, une confiance vraiment toujours la même. Une confiance vraiment qui ne souffre pas de... enfin, une confiance, j'arrive pas à trouver le mot. Enfin, bref, une vraie confiance dans ce qui sera, quoi. Tous les enfants qui sont passés dans l'école, on en a vu pour qui c'était très difficile. Des crises comme Papa Sidia, j'en ai vu d'autres. Et on a des enfants qui sont maintenant dans la classe de Paul, qui sont passés par des situations extrêmement difficiles, très très difficiles. Mais ça s'arrange toujours, ça s'arrange toujours. Ah, c'est extra. Ah oui, ça c'est vraiment. pour ça que je vous ai posé la question. Je n'ai jamais vu un seul enfant pour lequel ça ne s'arrangeait pas. Très sincèrement. Ah oui, si vous pouvez avoir cette confiance-là déjà dans le futur, basée sur des exemples positifs. Ouais. Bien sûr, mais ça reste difficile pour l'enseignante de maternelle parce qu'elle est toujours celle qui commence et celle qui a ces difficultés-là. Mais l'importance avec ces enfants-là, c'est vraiment le regard caméra, pardon, vraiment la confiance qu'on lui montre, et puis le cadre. D'accord, tu as besoin de bouger, c'est difficile pour toi, mais rassure-toi, je suis là, je t'empêcherai de faire ce que tu ne dois pas faire. Tu ne peux pas le faire, c'est pas possible. Je serai toujours là pour t'en empêcher. Donc le cadre, il est là, l'enfant, il peut pas, c'est pas possible. Et en même temps, Jacques Lévin disait aussi un cadre souple dur. Il est souple, mais pour toi, il va s'élargir un petit peu. Parce que toi, tu as besoin d'un peu plus. Donc toi, on va te donner un peu plus. Peut-être que toi, Papa Sidia, alors que tout le monde doit aller se regrouper, bah toi, tu vas pouvoir rester dans la bibliothèque et prendre un livre parce que toi, tu as besoin de ça à ce moment-là. Ça, c'est possible. Mais si tu fais mal à quelqu'un, ça, non, jamais. On t'empêchera toujours de le faire. Je reviens à une question plus générale. En quoi la méthode Jacques Lévin se distingue des autres écoles ou méthodes pédagogiques alternatives, qu'on appelle alternatives, comme par exemple Montessori? En quoi elle est différente? La différence, c'est que c'est de la pédagogie, tout ça. C'est Montessori, Freinet, c'est de la pédagogie, alors que Jacques Lévin, c'est vraiment une formation particulière qu'on a eue lors des différentes rencontres qu'on a pu faire avec Jacques Lévin, une vraie formation sur les concepts et puis sur une véritable volonté de croissance de l'enfant. Je crois que ça, c'est pas forcément... c'est pas quelque chose qui transparaît dans la pédagogie, ça va plus loin, ça va plus loin. Par exemple, quand on se dit les enfants ne sont pas préparés au collège parce qu'ils n'ont pas fait assez de devoirs, non, on ne les prépare pas au collège, on n'est pas là pour ça. On les prépare à la vie, on les prépare à être des personnes, des humains dans la société. Donc on s'en fiche complètement de les préparer au collège. C'est pas notre but. Vous n'avez pas parfois des questions des parents d'élèves avec cette inquiétude-là qui porte au collège? Bien sûr, bien sûr. Si. Et c'est pour ça que la réponse, je viens de la faire et je serai toujours la même. Ah, ça les rassure ou ça les rassure pas. D'accord. Mais en tout cas, ça sera toujours la même réponse parce que c'est des convictions qui sont profondes. Donc, Corinne, vous avez décidé de retarder d'une année votre départ à la retraite. On peut savoir les raisons? Je ne l'ai pas retardé d'une année, en fait, je l'avais avancé. C'est compliqué.
J'avais décidé de m'arrêter plus tôt parce que les conditions sanitaires faisaient qu'on ne pouvait plus faire ce qui est important pour nous, notamment les rencontres entre classes, les marchés des connaissances, la chorale, les ateliers multi-âges, la médiation par les pairs. La plupart des dispositifs de l'école sont des dispositifs mutualisés. Et le fait de ne plus pouvoir mélanger les classes, pour nous, c'était, enfin pour moi en tout cas, c'était une catastrophe. Alors le masque, ok, c'était déjà problématique, mais le plus important, c'était quand même ça. C'était le fait de ne plus pouvoir mélanger les enfants. Donc j'avais vraiment le sentiment qu'on ne pouvait plus faire ce à quoi je croyais. Donc j'avais décidé de m'arrêter. Et ça, c'était à cause du Covid ou Uniquement à cause du Covid, tout à fait. Oui, parce que sinon, on se donne une grande liberté. Et puis à la rentrée de septembre, là, il y a eu une petite accalmie au niveau du protocole. Et je me suis dit, non, je ne peux pas m'arrêter. J'ai encore trop à faire, trop à vivre dans cette école. Donc j'ai décidé de poursuivre un an de plus. Voilà. Non, si, j'aimerais bien parler de l'école des 4 langages. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est quand même un point essentiel, je pense. Jacques Lévin, au bout de quelques temps qu'on le connaissait, travaillait sur l'école des 4 langages et se posait la question de l'école pour tous et pas seulement pour les enfants qui sont faits pour l'école, les enfants qui sont bien adaptés, scolaires dirons-nous. Et c'est en travaillant là-dessus qu'il a développé l'idée de l'école des 4 langages. Et en parallèle, il trouvait que dans notre école, ça faisait résonance. Donc en fait, on a beaucoup travaillé ensemble sur les 4 langages ou 4 intelligences, qui sont pour Jacques Lévin l'intelligence des réalisations, l'intelligence des relations, l'intelligence des talents personnels et l'intelligence des situations. Et nous, ça nous a vraiment clarifié aussi sur notre vrai rôle dans l'école. Voilà. Et cette école des 4 langages, c'est quelque chose qui reste assez confidentiel, dont on parle peu, comme on parle peu de Jacques Lévin d'ailleurs, hélas. Mais c'est vraiment, ça permet de faire entrer dans l'école la vie, quelque chose de bien au-delà des savoirs scolaires. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est vraiment de faire que l'école, elle s'intègre dans la vie, dans le monde. Et par exemple, dans des situations comme le marché des connaissances, où les enfants apprennent aux autres ce qu'ils savent faire, qui est scolaire ou pas scolaire, là, ils font vraiment entrer leur talent personnel, leur propre réalisation. Et ça n'a pas sa place traditionnellement dans l'école. Voilà, donc ça me semble vraiment important. Oui, c'est bien de répéter peut-être parce qu'on voulait donner le titre d'ailleurs au film, l'école des 4 langages. Donc il faut bien peut-être expliciter les 4 types de langage dont il veut parler et donner un exemple à chaque terme. D'accord. Donc l'intelligence des situations serait peut-être la plus difficile à expliquer. Commençons par celle-là. L'intelligence des situations, c'est la capacité à s'adapter aux situations, à l'autrement que prévu. Voilà, par exemple, cher à Jacques Lévin, être capable, quelle que soit la situation, de la gérer. Et voilà, donner un exemple. Je m'attendais à telle chose et puis il y a une autre qui se présente. Oui, c'est ça en fait, ça arrive tellement fréquemment que... Oui. Je sais pas, quelqu'un arrive dans l'école, les enfants d'emblée l'accueillent, lui parlent, voilà. Ouais. C'est pas... ça ne les met pas en difficulté. Par exemple, je sais pas... Et puis aussi, je sais pas, un hélicoptère passe dans le ciel, dans la cour... on arrête ce qu'on est en train de faire, on sort, on va voir l'hélicoptère, on l'observe, etc. Voilà. Par exemple. Donc ça, voilà pour les situations. Voilà, l'intelligence des réalisations, eh bien c'est la capacité à réaliser, à créer soi-même
dans n'importe quel domaine, pas uniquement dans le domaine plastique, ou c'est d'être créatif dans tous les domaines. Et Jacques Lévin disait que ce sont les enfants de moyenne section qui sont à un âge où ils sont merveilleusement créateurs, et qu'après ils perdent ça. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'ils gardent cette capacité à être capables de réaliser, même après. Ils sont réalisateurs et porteurs de projets dans toute l'école. Là, je pourrais vous en donner des tas d'exemples. Dans le conseil de classe, les enfants élaborent des projets, et après, c'est le conseil qui décide, donc les élèves, avec nous, qui décide si on les réalise ou pas, ces projets. Donc ces projets, ça peut être faire une sortie, donc il va falloir trouver des financements, etc., dans un zoo ou je ne sais où. Une fois, les enfants avaient décidé d'aller dans un zoo, ils étaient tous d'accord, sauf une petite fille qui trouvait que c'était pas normal de mettre les animaux dans des zoos. Ils ont argumenté, discuté entre eux, elle a fini par tous les convaincre, et plus personne n'a voulu aller au zoo. Par exemple. Voilà, où on peut décider aussi d'acheter des ballons, on peut décider de faire une journée... Mes élèves avaient décidé de faire une journée sans travail cette année. Une journée entière sans travail. C'était assez drôle parce que finalement, j'ai dit vous allez mettre quoi à la place, parce que sinon vous allez vous ennuyer. Ils ont fait plusieurs suggestions et en fait, tout ce qu'ils mettaient à la place du travail, au bout du compte, c'était du travail. Mais bon, c'était leur journée sans travail. Voilà, donc l'intelligence des réalisations, c'est vraiment d'être producteur, d'être porteur de projet. L'intelligence des curiosités et talents personnels, ça porte bien son nom, c'est s'intéresser à la vie autour de... s'intéresser au monde, faire entrer le monde dans l'école. Donc, au Quoi de Neuf, montrer, je ne sais pas, quelque chose qu'on a fait, quelque chose qu'on a vu, apporter quelque chose qui peut surprendre. Par exemple, une mue de serpent, c'est quelque chose à faire découvrir à tout le monde. C'est apporter dans la classe ce qu'on connaît, ce qu'on sait, ce qu'on veut faire découvrir aux autres. D'ailleurs, ce Quoi de Neuf... c'est un concept de Célestin Freinet. Freinet, tout à fait. Le Quoi de Neuf, oui. Vous pouvez, parce que effectivement, moi, ça m'a surpris, moi qui ne connaissais pas. Quoi de Neuf, vous pouvez dire... Bien sûr. Le Quoi de Neuf, c'est l'équivalent de la machine à café pour les adultes lorsqu'ils arrivent dans l'entreprise et qu'avant de se mettre au travail, ils se racontent leur week-end. C'est un sas qui permet de ensuite être complètement disponible. Parce que les enfants, ils arrivent, ils ont vécu des choses et ils ont envie de les partager, c'est tout à fait humain. Et en général, les enfants, quand ils rentrent dans la classe, ils ont toujours plein de choses à me raconter, mais pas qu'à moi, aux copains aussi. Et c'est institutionnaliser ce moment-là. Après, on peut en faire ce qu'on veut en faire, mais l'origine de ce dispositif, c'est ça. C'est pouvoir exprimer ce qu'on a exprimé pour ensuite être disponible pour autre chose. Et est-ce que aussi ça peut constituer un lien entre le milieu familial et l'école? Ah oui, bien sûr, ça crée du lien, tout à fait. D'accord. Oui, fatalement, oui. Oui. Et ce qui est important dans notre Quoi de Neuf, parce que ce n'est pas toujours le cas, c'est que rien n'a plus de valeur qu'autre chose. Par exemple, l'enfant qui est allé à Paris ce week-end et qui a visité le musée de l'Homme n'aura pas plus de valeur que celui qui apporte une carte Pokémon. Voilà. Chacun a le droit à la parole et l'important est que chacun puisse s'exprimer, être écouté par les autres et qu'il y ait des échanges entre les enfants. C'est très cadré dans l'organisation. Donc on a les situations, les réalisations, il en reste... Les relations. Les relations. Les relations, l'intelligence des relations, c'est une évidence dans notre école. C'est être capable d'entrer en relation avec les autres, d'avoir de l'empathie, d'avoir de l'écoute, d'être attentif aux autres. Et ça, des exemples, ça serait difficile d'en donner parce que c'est tout le temps. Quoi. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Et apparemment, ceux qui rentrent pour une première fois ou qui reviennent rarement, tout le monde s'en aperçoit, au premier abord. Tout à fait, oui, on sait très bien. On n'a pas besoin de compter nos élèves, en fait. On sait qui est là, qui n'est pas là, surtout parce que les enfants le remarquent tout de suite. Chacun est important, vraiment. Merci beaucoup.